présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Professeur malmené, chaos administratif, l'éducation nationale au bord du naufrage. C'est le titre du documentaire diffusé dimanche à 21h10 sur M6 dans Zone Interdite. Et l'on reçoit l'un de ses co-réalisateurs sur notre plateau. Ce sera en première partie d'émission. Libérer la parole des enfants autour du tabou de l'inceste. Une priorité évidemment absolue quand on sait qu'une personne sur 10 en est victime durant son enfance. On en parle avec le livre de notre invité. Ce sera en seconde partie d'émission. Enfin, vous retrouverez Loïc Landreau pour l'agenda du week-end. Au menu, une expédition en Égypte antique, le Héros Festival à Marseille et le retour au cinéma d'un mouton très célèbre. Mais tout de suite, on va retrouver Loïc Landreau pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ce drame à La Roche-sur-Yon. Un jeune homme de 16 ans s'est suicidé sur fond de harcèlement scolaire. C'était mercredi matin. Les parents de l'adolescent n'arrivaient pas à ouvrir sa chambre. Ils ont alors appelé les secours et ils ont retrouvé leur fils pendu avec des traces de scarification. Une lettre leur était destinée. Le jeune homme y a notamment écrit qu'il n'en pouvait plus, mais aucune allusion au harcèlement scolaire à ce stade. Ce n'est qu'hier soir que la mère a confirmé les moqueries répétées dont son fils était victime du fait de son homosexualité. Il venait d'ailleurs de changer d'établissement à la rentrée de septembre pour ces mêmes raisons. La famille a porté plainte et une enquête a été ouverte. Et sur ce sujet, on en sait davantage sur ce que risque véritablement Charline Avenel, l'ancienne rectrice de l'Académie de Versailles, dans l'affaire du suicide du jeune Nicolas début septembre. Oui, rappelez-vous, Nicolas s'était donné la mort à Poissy, en région parisienne, après des mois de harcèlement. Ses parents avaient porté plainte. Ils avaient aussi contacté l'Académie de Versailles pour dénoncer son inaction. Ils avaient alors reçu une lettre les menaçant de poursuite et leur demandant, je cite, une attitude digne. Une lettre qui avait beaucoup choqué jusqu'au ministère de l'Éducation. Et à l'époque, la rectrice de l'Académie de Versailles, eh bien, c'était Charline Avenel. Et dans les prochains jours, le ministre de l'Éducation va demander une sanction à la Direction générale de l'administration de la fonction publique qui la soumettra ensuite au service de la Première ministre. Dans le cadre de cette procédure, Charline Avenel aura l'occasion de se défendre et c'est en janvier qu'elle sera fixée sur sa sanction définitive. Et c'est justement pour éviter de nouveaux drames que les réseaux sociaux ont mis en place une nouvelle procédure pour lutter contre le cyberharcèlement. Oui, depuis hier, Messenger, Instagram, TikTok ont intégré le 3018 au cœur même de leurs applications. Vous savez qu'il s'agit du numéro d'appel d'urgence en cas donc de harcèlement ou de cyberharcèlement. Un accès simplifié qu'a annoncé Charlotte Cobel, la secrétaire d'État à l'enfance. C'était hier sur France Bleu Isère. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de gérer la modération sur vos comptes à vous. C'est en général un énorme menu déroulant où vous avez une série de choses. Là, l'idée, c'est de simplifier les choses. Un bouton très visible, très évidemment ergonomique, comme on dirait, et sur lequel l'enfant peut appuyer. Et tout de suite, il est renvoyé vers le 3018. Ça, c'est des choses qu'on obtient dans la discussion avec les plateformes. Et puis, quand il faut aller plus loin, c'est la réglementation, c'est l'interdiction, ou c'est la responsabilisation. Vous savez que moi, je porte un texte qui a été évidemment adopté par la loi et par le Parlement et qui va être validé par l'Europe, je l'espère. C'est la majorité numérique à 15 ans. En dessous de 15 ans, on ne s'inscrit pas à un réseau. Sans l'accord de ses parents, c'est indispensable. Selon un communiqué du groupe Meta, la France est le premier pays à bénéficier de cette fonctionnalité, même si beaucoup de journalistes soulignent en fait la complexité d'accès à ce bouton dans les faits. Il n'apparaît en fait qu'une fois que l'adolescent a signalé le compte qui le harcèle et encore après plusieurs manipulations et sous-menus. Sur TikTok, il n'y a d'ailleurs pas de bouton direct, mais au moment de signaler le harceleur, l'utilisateur se voit proposer un lien qui l'envoie vers le site du 3018, mais là encore après plusieurs étapes de recherche, une avancée néanmoins saluée par tous les observateurs. On en vient au budget de la protection de l'enfance annoncé aujourd'hui par la Première ministre Elisabeth Borne. Oui, elle clôturait les assises des départements de France tout à l'heure à Strasbourg et elle a annoncé de nouvelles aides pour l'échelon départemental. 230 millions d'euros de rallonge pour les épauler en termes d'investissement dans la protection de l'enfance et l'aide à l'autonomie. Le financement de l'aide sociale à l'enfance était également au cœur de son discours. Elisabeth Borne souhaite augmenter d'un tiers l'aide de l'État pour les mineurs isolés, soit environ 100 millions d'euros supplémentaires. L'antisémitisme aussi à l'école dans l'actualité ce vendredi.
Avec d'abord cette nuit à Montréal, au Canada, 2 écoles juives qui ont été visées par des tirs d'armes à feu sans faire de blessés. Et mercredi déjà, dans une université de la ville, des échauffourées avaient éclaté entre étudiants pro-israéliens et étudiants pro-palestiniens, provoquant l'intervention de la police. Et en France, le gouvernement se veut très attentif évidemment à la situation dans nos établissements scolaires et met en place des actions de sensibilisation. Écoutez Bérangère Couillard, qui est ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle était l'invitée de Sud Radio ce matin. Alors, vous savez déjà qu'il y a eu un engagement qui a été pris, c'est de prévoir un séjour mémoriel pour l'ensemble des élèves, c'est-à-dire au cours de leur scolarité. L'idée, c'est favoriser au collège et donc d'avoir un séjour mémoriel ou historique. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Et puis après, il faut combattre aussi l'antisémitisme contemporain et ne pas rester que sur le mémoriel. Et pour ça, on travaille, et particulièrement dans les universités, avec la nomination de référents dans l'ensemble des universités. Ces référents, ils ont un rôle essentiel. Ils ont un rôle essentiel parce qu'ils ont un rôle de sensibilisation des étudiants et également d'accompagnement des victimes, c'est-à-dire qu'ils repèrent des actes antisémites ou racistes ou également LGBT-phobes, parce que c'est plus large, c'est toutes les discriminations, et accompagnent les victimes pour justement qu'ils puissent obtenir réparation. Et ce matin, sur RMC, l'ancien président de la République, François Hollande, a également souligné la nécessité d'agir au sein de l'école pour enrayer le phénomène, avec une pensée également pour les musulmans pris dans ce conflit malgré eux. Les Juifs ne sont pas ici concernés, partie prenante. Ils sont sûrement choqués eux aussi. Donc il y a là une unité qui devrait prévaloir et à aucun moment des actes, des propos qui mettent en cause des Juifs parce qu'ils sont Juifs, sans savoir d'ailleurs quelle est leur opinion ou leur situation. Il y a donc tout un travail qu'il faut poursuivre au niveau de l'école, au niveau des médias, au niveau aussi de l'expression des uns et des autres, pour que l'antisémitisme soit réduit. Quand je dis l'antisémitisme, c'est aussi le racisme, parce qu'il y a aussi des musulmans qui peuvent être attaqués parce qu'ils sont musulmans, alors même qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans telle ou telle région du monde. Et on termine avec la date des inscriptions au concours de recrutement des enseignants qui vient d'être repoussée. Révélation de nos confrères de France Inter qui ont constaté que la date initialement précisée sur le site du ministère a été mise à jour. Elle passe du 9 novembre au 7 décembre. Ce concours concerne donc les titulaires d'un master qui souhaitent devenir professeurs des écoles, de collèges, de lycées, mais aussi les CPE ou psychologues de l'éducation nationale. Alors officiellement, selon le ministère, ce report se justifie par l'arrêt de la campagne pour le métier d'enseignant suite à l'assassinat de Dominique Bernard. Et il n'y aurait pas eu du coup la couverture médiatique attendue pour susciter des vocations. Mais officieusement, toujours selon les informations de France Inter, c'est tout simplement parce que le nombre de candidats est insuffisant. L'an dernier déjà, la période des inscriptions avait été rallongée de 2 semaines. Mais quand même, plus de 3000 postes n'avaient pas été pourvus pour autant. Merci Loïc. Le 12 novembre prochain sortira un documentaire choc sur l'éducation nationale, sur zone interdite sur M6. Profs absents, agressions, titulaires remplaçants payés à ne rien faire ou encore cours de langue en visio. Tant de problèmes qui ne sont pas gérés depuis des années. Alors au fil des rencontres avec le personnel éducatif, le documentaire nous plonge au cœur de l'éducation nationale. Nous recevons l'un des co-réalisateurs du documentaire, Jean-Charles Doria. M6 propose ce dimanche à 21h10 dans Zone Interdite un documentaire inédit, Professeurs malmenés, chaos administratif, l'éducation nationale au bord du naufrage. Tout est dit, j'ai l'impression, et en fait pas tout, puisque justement on va en parler avec Jean-Charles Doria. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le co-réalisateur de ce documentaire inédit et surtout édifiant sur l'école publique. On y découvre évidemment l'enfer de l'absentéisme des profs, alors que de nombreux remplaçants attendent leur affectation pendant plusieurs mois. C'est tout à fait vraiment terrifiant. Il est aussi sujet évidemment de baisse du niveau des élèves et de montée de la violence et bien sûr de l'attractivité du métier de prof de manière générale. Avant cela, il a fallu évidemment enquêter. Enquêter, ça veut dire donc prendre le soin d'appeler, de voir ce qui s'y passe vraiment, de pouvoir pénétrer effectivement un monde dont on parle beaucoup en ce moment mais qu'on ignore finalement vraiment. Et pour enquêter, il fallait pénétrer au sein de l'institution. Vous passez des coups de fil, 1, 2, 3, 4, on le voit au début du documentaire.
et puis là, l'enfer commence. L'enfer, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, le blocage commence. Je crois qu'on a eu des dizaines et des dizaines, 80 dans ma mémoire, de contacts avec l'Éducation nationale, le ministère, les rectorats, des dizaines d'établissements, collèges, lycées, pour une question simple que tout journaliste pose: où est-ce qu'on peut poser notre caméra pour aller filmer un collège, un lycée, une école primaire et voir comment ça fonctionne. Alors évidemment avec un prisme qui regarde, qui essaye de voir où sont les problèmes. On parle beaucoup des problèmes de l'école, du non-remplacement des professeurs, on parle d'une certaine violence, on parle d'une certaine désorganisation. Donc on voulait voir tout ça. On pensait vraiment qu'on aurait une autorisation, pas dans la semaine, mais dans les 2-3 semaines à venir. Ça a duré des semaines, ça a duré des mois, rien n'est venu. On n'a eu aucune autorisation. Et là, on a été obligé de faire autrement. Et faire autrement, c'est se faire embaucher et d'aller filmer en caméra cachée. À l'insu de l'institution, mais pour avoir la réalité du fonctionnement de ces établissements. Vous êtes réalisateur depuis très longtemps, vous travaillez sur beaucoup d'autres sujets, notamment les prisons. Vous dites même, et en off, on s'en est parlé au téléphone juste avant de préparer cette émission, c'est plus facile finalement d'aller filmer les prisons que de filmer l'éducation nationale. Pourquoi, selon vous ? Je travaille pour l'agence Tony Committee, qui est une grosse agence de presse qui fabrique des documentaires pour toutes les chaînes de télévision. En ce moment, on a un documentaire qui se tourne dans 2 prisons différentes. Donc on a eu un accord de l'administration pénitentiaire, qui n'est pas l'administration la plus simple, qui dépend du ministère de la Justice. Donc c'est vrai que quand on filme en prison, où il y a des règles absolument très strictes de sécurité pour à la fois les détenus, mais aussi pour les affaires judiciaires en cours, on se dit que filmer dans une école, ça devrait être simplissime. Eh bien non, vous avez raison, et on le signale dans le documentaire, il est plus facile aujourd'hui de filmer dans une prison que dans une école de la République. Alors on va comprendre exactement ce que l'on y voit, ce que l'on y trouve, sans tout spoiler bien entendu. Vous verrez tout ce dimanche, mais vraiment les thématiques sont vraiment hyper en tout cas hyper réaliste et pardon, mais c'est parce que je suis tellement émue aussi de la situation que moi je vis tous les jours ici chez School TV. On reçoit énormément de gens forcément qui ont un lien avec l'éducation et tous nous racontent la même chose, tous nous parlent effectivement notamment du niveau des élèves et de l'absentéisme, mais à ce point en infiltration, c'est édifiant. L'absentéisme dont on parle justement, force est de constater que non seulement les professeurs sont absents, ça c'est un fait et tous les médias en parlent, mais en plus ils ne préviennent pas lorsqu'ils sont absents, ce qui fait que des élèves errent dans les lycées, dans les bâtiments, et il est 8h du matin. Regardez. J'ai un mail d'un professeur absent. Ma fille est souffrante. J'espérais que cela s'arrange dans la journée, mais cela n'est pas le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 professeurs absents sur 35 parce qu'ils sont ou malades ou en formation, plus celle de ce matin. Et donc là, vous n'allez pas la remplacer? On ne peut pas la remplacer. Non, c'est pas possible. C'est la première année où on a autant de difficultés à trouver des enseignants suppléants. En mathématiques, c'est compliqué. En sciences physiques, c'est compliqué. En anglais, c'est compliqué. En SVT, c'est compliqué. Pourtant, le rectorat est censé lui envoyer des remplaçants, comme dans le public. Mais la crise est telle qu'elle est obligée de se débrouiller seule. Sur Internet, elle publie elle-même des petites annonces. Comment on peut imaginer cela? Comment on peut imaginer qu'en 2023, on se retrouve face à cette situation où il y a effectivement un manque de profs, on le sait, pour des conditions de travail difficiles, pour des salaires très bas, tout s'explique aussi par ça, mais dans une situation où même ces personnes que vous rencontrez vont devoir appeler eux-mêmes les job dating et autres pour s'en sortir. Cette personne est proviseure dans un lycée privé. C'est le seul lycée qui a accepté notre caméra, puisque le lycée public, le ministère, a refusé toutes nos demandes. Donc on a été obligé d'aller chez cette proviseure qui nous a accueillis et qui nous a montré vraiment l'étendue des dégâts. Et c'est quand même sidérant. Elle arrive le matin, il est très tôt, elle arrive avant 8h du matin, il fait nuit, c'est l'hiver, et elle voit comme ça 1, 2, 3, 4, 5, et un prof qui la prévient que mon enfant est malade, je ne vais pas venir. Elle subit un système qui cloche complètement, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie immense de professeurs, et cette pénurie, elle ruisselle directement, elle en paye les pots cassés directement dans son établissement, alors qu'elle a des moyens d'école privée, et
elle est face à un problème qu'elle n'arrive pas à gérer, et cette proviseure est obligée d'être elle-même remplaçante du prof de maths, du prof de physique, et d'annoncer aux élèves que le prof d'anglais est aussi absent ce matin. C'est un immense problème parce que ces élèves, 30 élèves, 40 élèves, qui se retrouvent sans professeur d'une minute à l'autre, ça n'a pas été prévu. Ils font quoi? Ils sont en salle de permanence, dans les couloirs, et lorsqu'il y a, comme on le voit dans le reportage, 11 professeurs absents en même temps, 11 fois 30 ou 40, ça fait 300 à 400 élèves qui sont sur le carreau, qui traînent dans l'établissement et qu'on ne sait pas gérer. C'est le désordre, la pagaille vient de là et elle est impossible à gérer. Et on voit un de vos journalistes d'ailleurs qui s'est infiltré en tant que surveillant en général et qui essaye de récupérer un à un les élèves qui errent effectivement dans les escaliers, dans les couloirs, sans savoir vraiment quoi faire. Ouais. Et personne ne sait les gérer. Oui. Cette séquence est assez sidérante. On a l'impression d'être dans le train fantôme avec des élèves partout qui se baladent, qui ne savent pas où aller. Et les surveillants extrêmement dépassés, eux aussi trop peu nombreux pour gérer tout ça. Oui. L'enquête évidemment se poursuit puisque vous continuez à tenter pendant des mois de contacter effectivement des lycées et collèges publics sans réponse. Vous arrivez vers les institutions d'État et forcément vers les rectorats. Là, pareil, c'est très compliqué. Donc, un journaliste, une fois de plus, qui se fait passer pour un salarié, qui est donc engagé. Et on voit, en fait, une fois de plus, un service chargé de remplacer donc ces professeurs absents. Un désastre total. Qu'est-ce que vous avez pu constater à ce moment-là ? Le rectorat, c'est un moment assez particulier où on est dans une administration qui semble avoir une mission importante quand même de remplacer tous les professeurs absents, et ils sont nombreux. Pendant le cours du tournage, il y a un proviseur qui appelle pour dire que sa professeure de français est absente depuis 6 semaines, que c'est pas la première fois qu'il appelle le rectorat pour qu'elle soit remplacée, et on voit que ça va durer encore des semaines avant que quelque chose ne se passe. Ils savent pas où chercher, ils ont un logiciel qui date de Mathusalem, comme on le dit dans le documentaire, et qui ne leur permet pas de trouver des professeurs remplaçants par date et par disponibilité. On a l'impression de marcher sur la tête complètement dans cette... On a justement un extrait de ce passage du documentaire, regardez. Des remplaçants oubliés. Ce n'est pas si rare. Nous en avons rencontré un en région parisienne. Ce jeune prof de français n'a reçu aucune affectation et n'a donné aucun cours pendant 3 mois l'année dernière. Payé à ne rien faire par l'éducation nationale. Je fais du sport, je fais des gâteaux, je fais des très bonnes tartes aux fines aux pommes si vous voulez, et je touche un salaire à la fin du mois. Avec vos impôts, cordialement. Ouais, c'est horrible, hein. C'est dégueulasse comme système, on est d'accord. Hein. Je touche un salaire à la fin du mois avec vos impôts. Ça, c'est un autre problème aussi, parce qu'il y a l'absentéisme, certes, il y a les remplacements, et il y a l'affectation aussi. C'est très compliqué, c'est-à-dire que c'est un désordre vraiment monumental. Et effectivement, cet homme qui est là depuis 3 mois sans travail et qui attend qu'on l'appelle. Lui, c'est un professeur diplômé, Bac+5, concours, titulaire, fonctionnaire. On est dans le carré, on n'est pas dans les contractuels où c'est le bazar. On est vraiment dans quelque chose qui devrait être carré. On est dans c'est un professeur passionné qui a choisi ce métier parce qu'il a l'enseignement chevillé au corps. Et il ne travaille pas depuis 3 mois, on ne lui trouve pas d'affectation, alors même que dans son académie, il y a une pénurie immense de professeurs. Il y a des élèves qui, en ce moment, là, n'ont pas de professeur, et lui n'est pas appelé. Pourquoi il n'est pas appelé ? Parce que c'est le désordre, parce qu'on ne le trouve pas sur le logiciel, parce qu'on a préféré embaucher à sa place un contractuel. Ça n'a pas de sens. On essaye d'en chercher du sens et on ne comprend pas. Alors lui en rigole, je fais des tartes aux pommes, mais en réalité, c'est pas gravissime, il n'y a pas mort d'homme, mais il faut savoir que derrière ce désordre, il y a des enfants, les vôtres, les miens, qui n'ont pas classe, qui traînent du coup en dehors du lycée ou du collège et qui n'ont pas d'enseignement, qui n'apprennent pas à écrire, à compter, à savoir, à apprendre l'histoire
Et ensuite, il ne faut pas trop s'étonner qu'on soit très mal classé dans les classements PISA, etc., avec de grosses lacunes en mathématiques en particulier. On va y venir justement sur le niveau des élèves, parce que vous abordez aussi cette question qui est très importante, bien sûr. Mais pour en revenir effectivement à ce problème de titulaires, effectivement, qui sont des remplaçants, qu'on appelle TZR, oui. En fait, est-ce que c'est, bon, évidemment scandaleux, mais est-ce que c'est plus courant qu'on ne le pense? Les TZR les TZR, c'est moins le problème que les contractuels. Les TZR sont quand même des titulaires qui ont été formés et bien formés, et ils sont là pour assurer le remplacement des autres. Donc, mais victimes d'un logiciel qui ne marche pas, victimes d'une situation en fait, administrative qui ne fonctionne pas. Alors, ils peuvent être victimes, mais le plus préoccupant, ce sont les contractuels qui sont... On va y venir, qui sont eux pas embauchés de manière permanente et qui ne sont pas formés. On va y venir, mais ça c'est assez incompréhensible. Le TZR qui ne trouve pas de travail dans un contexte d'une telle pénurie où cette année on manquait de 3000 profs sur le territoire, 3000 profs titulaires, c'est quand même complètement incompréhensible. Je crois qu'il y a une région dont vous parlez dans le documentaire, j'ai peur de faire une bêtise, mais je crois que c'est la Meuse, mais je ne sais plus, oui. Où vous dites qu'il y a un manque cruel justement de professeurs de lettres, de professeurs de français. Oui. On pourrait imaginer qu'effectivement ils soient appelés. Alors est-ce qu'il aurait envie d'y aller? Ça c'est une question, parce que c'est toujours pareil, c'est un changement de département, de région. Mais c'est quand même fou cette histoire de se dire qu'il y a des gens qui veulent travailler, d'autres qui ne peuvent pas, mais parce qu'en fait le système ne fonctionne pas, et bien tout d'un coup, des élèves se retrouvent sans professeur et des professeurs sans travail, mais payés à ne rien faire. Oui. C'est la situation que vous évoquez dans ce documentaire que je vous conseille de voir donc justement dimanche. Mais on va continuer justement à en parler. On parle des contractuels. On fait un petit saut juste dans l'idée et pour pouvoir comprendre réellement ce que c'est pour ceux qui nous regardent. Il y a donc les titulaires, qui sont donc des gens qui ont passé effectivement leurs épreuves, leurs concours, et qui sont titulaires et qui peuvent travailler en tant que prof. Et puis il y a ceux qu'on a effectivement, à qui on a fait appel, qui sont les contractuels. Ça fait quand même quelques années qu'on en parle maintenant. Ça a fait l'objet de nombreux débats, et notamment sur ce plateau, de savoir si effectivement des personnes formées sur 4 jours seulement pouvaient se permettre de prendre le rôle de professeur aujourd'hui. Mais face à la pénurie de profs, eh bien, beaucoup d'académies ont fait appel justement à ces job dating et donc à ces contractuels formés en très peu de temps pour pouvoir pallier le manque de profs. Alors qu'en est-il après les recherches et l'enquête que vous avez menée sur combien de mois déjà? Plus d'un an. Plus d'un an. 13 ou 14 mois d'enquête et de tournage. Oui. Quel constat vous faites justement par rapport à ces contractuels? Alors, vous parlez de contractuels qui sont formés pendant 4 jours. Nous, on a été confrontés à des contractuels qui ne sont pas formés du tout. Nous-mêmes, plusieurs journalistes ont été recrutés pour devenir profs. L'un d'histoire géo et français, l'autre prof d'anglais et la dernière prof d'espagnol. Sans aucune formation, même pas une journée, rien, aucune pédagogie. La journaliste qui s'est fait embaucher comme professeur d'espagnol, elle s'est fait recruter par téléphone en 15 minutes. 15 minutes d'un petit test. Est-ce que vous parlez espagnol? Elle a parlé espagnol pendant 10 minutes. Elle a un mauvais niveau d'espagnol, franchement. Elle n'a pas un bel accent, elle hésite, etc. Elle a été embauchée à l'issue du coup de fil. Embauchée, recrutée pour commencer 2 jours plus tard, sans aucune formation. 2 jours plus tard, se retrouver devant 30 ou 40 élèves sans avoir reçu la moindre formation, le moindre enseignement de quel est le programme, comment on enseigne à 30 ou 40 élèves en même temps, pour aller où, pour faire quoi. Moi, c'est ce qui m'a le plus sidéré dans ce reportage. On estime aujourd'hui, les syndicats estiment à 8 à 10% de contractuels parmi tous les professeurs. Ça veut dire que dans les classes de collège, de lycée, sur 10 profs, il y en a au moins un qui est un contractuel et qui, si ça se trouve, n'a pas été formé du tout. C'est-à-dire qu'on va mettre devant des salles entières pour apprendre l'histoire géo en première, l'anglais en seconde, aux enfants, aux collégiens, aux lycéens. Quelqu'un dont on ne sait rien, dont on ne sait pas s'il a le niveau et qui lui-même ne sait pas exactement comment enseigner, parce que je crois que c'est un métier d'être professeur quand même. Bien sûr, et non seulement on peut être effectivement un très bon chercheur, mais un mauvais professeur de mathématiques, on le sait. C'est vrai que la pédagogie est au centre de tout. Est-ce que lors de ces enquêtes, justement, les journalistes que vous avez envoyés en ont parlé avec les pseudo-collègues du rectorat et de l'académie? Comment réagissent les gens autour? Alors les collègues contractuels disent mais
t'inquiète pas, c'est comme ça, on a tous été envoyés comme ça, moi j'ai pas eu de formation, je lis les fiches que je trouve sur Internet, c'est-à-dire que c'est absolument pas une formation, je lis les fiches sur Internet et c'est le bazar, et de toute façon, moi je vais arrêter parce que c'est n'importe quoi et qu'on est tous soumis à la même enseigne, t'inquiète pas. Ensuite, on a bien essayé d'aller poser des questions, nous, au rectorat et même à différents établissements. Nous n'avons jamais eu l'autorisation d'interviewer qui que ce soit dans notre enquête officiellement. Alors évidemment, les contractuels dont on parle, que ce soit avec 0 formation du tout ou même 4 jours, ça reste très limité. Et ça peut évidemment faire des dégâts, comme vous dites, sur le niveau de nos enfants, sur l'apprentissage tout simplement. Comme cette mère que l'on voit effectivement dans le documentaire, qui nous montre les courriers et corrections de la professeure de français avec des fautes partout. Regardez. Des fautes d'orthographe, des erreurs de syntaxe. Voilà, l'animatrice, vous voyez, animatrice, I2SE. Eh oui. Une directrice, il manque le E et pareil, 2 SE au lieu de CE. Un copain, IN. C'est grave. On a eu aussi un enseignant, enfin une maîtresse sophrologue. On fermait les yeux, on mettait les mains sur les genoux et après elle nous racontait une histoire. Il y en a qui se sont endormis. Et la maîtresse, elle a dit on laisse. Pourquoi donc l'Éducation nationale recrute-t-elle une sophrologue en guise de prof? Nous avons retrouvé cette femme au profil très hétéroclite. Moi, j'ai bac +4, la maîtrise de droit. Après, j'ai fait un master en management immobilier. Je suis auto-entrepreneuse, j'ai un peu plusieurs casquettes et donc ça, c'est mon profil leur a plu. Une contractuelle donc engagée, qui est sophrologue à côté, donc qui n'a rien à voir absolument avec effectivement le métier, qui, je crois, a une licence de droit, ou je sais pas, une maîtrise en droit, quelque chose, et qui en tout cas a une licence d'agent immobilier, auto-entrepreneuse. Est-ce que y a une cohérence dans les profils finalement que l'Éducation nationale recrute? Est-ce que c'est pas, comment les parents peuvent avoir confiance dans ce système quand on voit ça? Mais je crois que beaucoup de parents ignorent tout de ce qui se passe dans les classes. D'ailleurs, on a de moins en moins le droit d'entrer dans les collèges, les lycées, les écoles. On est souvent à l'extérieur. On apprend ce qu'on veut bien nous dire. Moi, je suis parent de deux enfants de 15 et 19 ans. Ils sont grands, mais j'ai vécu toute leur scolarité. Je ne sais pas, moi, qui sont les professeurs. Parfois, j'entends des bruits, des rumeurs qui me paraissent un peu louches, un peu bizarres. Mais vous faites confiance? On est bien obligé. Puis bon, on a quand même la chance d'avoir un enseignement qui est gratuit, d'une école publique qui semble pas si mauvaise que ça de l'extérieur. Mais nos enfants apprennent des choses quand même. Faut pas exagérer. Mais effectivement, là, dans cette classe de CM1, CM2, elle est dans 10 établissements différents, je crois. Elle a été embauchée alors qu'elle est sophrologue, auto-entrepreneuse en immobilier. Et elle dit avoir appris le métier sur les tutos sur Internet, par tutos sur Internet. Enfin, on marche sur la tête, mais je pense que quand on a fait cette enquête nous-mêmes et quand le téléspectateur verra ce documentaire, je pense qu'il aura peut-être un peu moins confiance en tout cas moins une confiance aveugle dans les professeurs, même si le métier... Il n'y a aucun d'entre nous, des 3 réalisateurs, Julie Pelé, Kevin Densler et moi-même, nous, on aime l'école. On ne fait pas ce documentaire parce qu'on n'aime pas l'école et qu'on n'aime pas l'enseignement. On aime, mais... Au contraire. Au contraire, on voudrait qu'elle fonctionne mieux et on voudrait qu'il y ait des gens qui se passionnent pour ce milieu, pour ces métiers et qui aillent être professeurs, bien formés. Et puis c'est aussi l'illustration tout simplement de ce qu'on vit tous les jours depuis des années et que l'on dénonce aussi ici sur le Grand JT. Alors on dit aussi ce qui marche bien, mais on dit ce qui ne marche pas. Et fatalement, effectivement, pour que autant de professeurs désertent la profession, c'est qu'aussi il y a peut-être des raisons. Vous parliez justement des contractuels, on parlait du niveau. On a vu cette mère par rapport aux fautes faites par la professeure de français, par le prof de français en question. Il y a aussi effectivement un prof d'espagnol, pardon je souris, mais la scène est quand même cocasse. La professeure d'espagnol, pardon, vous en avez parlé, mais le professeur, là c'est vraiment très révélateur, c'est un professeur en allemand, mais alors là, mais en visio, c'est magique. Face aux élèves, il y a bien un prof, oui, là, dans cette toute petite fenêtre. Sauf qu'à distance, il met déjà 10 minutes à faire l'appel. Est-ce que Manon est dans la salle de classe? Oui. J'entends pas, vous levez la main mais j'entends pas ce que vous dites. Donc j'ai appelé tout le monde, là c'est bon? Oui. C'est une succession de bugs techniques
et de dialogue de sourds. Je ne peux pas vous envoyer mon travail. Répétez, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous envoyer mon travail. Qu'est-ce qui se passe? C'est écrit, des données de remise sont déjà présentées. J'ai rien présenté du tout, moi. Oui, elle n'arrive pas à envoyer. Après 30 minutes de cours, les élèves et le prof n'ont prononcé que 2 mots d'allemand. Guten Morgen. Ce qui est fascinant, c'est que les élèves ne perdent pas patience. Je veux dire, enfin, moi, je m'imagine au même âge, à mon époque, je pense que forcément, j'aurais discuté avec ma voisine, etc. En fait, ils ont appris donc 2 mots d'allemand pendant 1 heure de cours. Oui, alors peut-être un tout petit peu plus. Au bout de 20 minutes, en tout cas, ils n'ont prononcé que 2 mots, c'est Guten Tag, je crois. Mais oui, ils sont tout doux. C'est vrai que doux comme des agneaux. Et, face à un bug technique. Face à un bug technique qui est énorme, ils n'entendent pas ce que disent le prof. Ils essayent d'envoyer des trucs par Internet. Ça ne fonctionne pas. Personne n'entend, personne ne se comprend. L'appel dure 10 minutes. Et il y a en plus de ce prof qu'ils ne voient pas, qu'ils ne verront jamais de l'année. C'est un prof virtuel. Est-ce qu'on imagine en 2023 qu'un bon enseignement, c'est un enseignement froid, déshumanisé? Surtout d'une langue vivante. D'une langue vivante. L'enseignement, c'est quelque chose d'humain. On s'adresse aux élèves, on les regarde dans les yeux. Là, ça ne se passe pas comme ça. Ils ne le voient pas. Et il ne progresse pas, évidemment. Et c'est pourtant une expérimentation qui est donnée pendant 2 ans, avec 10 professeurs qui s'occupent dans tout le département, dans toute la région, de dispenser ces cours à distance. Ça n'a pas de sens. Enfin, on voit ça, un seul cours, vous assistez à un seul de ce cours, et vous vous dites que ça n'a pas de sens, ça devrait être arrêté immédiatement. Surtout pour les petites classes. On imagine après le bac et pour les études supérieures, déjà dans les masters, c'est compliqué d'avoir des études à distance. Donc pour des enfants qui sont si jeunes, évidemment, on comprend à quel point. Les parents, vous avez réussi à les interroger aussi, à la sortie des classes, à la sortie pendant le documentaire? On a 2 parents qui... justement, une maman qui est parent d'élève dans cette classe-là de la Meuse, qui a demandé très très rapidement à ce que ce cours virtuel soit arrêté. Et qui porte plainte contre l'éducation nationale, contre l'État, pour justement lui reprochant de ne pas faire son job. Et ils sont 1000 parents comme elle à faire une action collective pour porter plainte contre l'État, et c'est en cours en ce moment. Absentéisme, niveau des élèves, affectation, évidemment on parle de tous ces sujets, et bien sûr un autre sujet qui fait l'actualité beaucoup en ce moment, le climat dans lequel sont les profs, c'est le climat aussi dans lequel tous nous sommes aujourd'hui, un climat un peu d'angoisse, en tout cas d'incertitude, et surtout d'angoisse liée évidemment à l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard, une tension qu'on ressent bien sûr dans les collèges et les lycées en France. On va regarder un extrait à ce sujet. En 2019, alors prof de physique dans ce lycée parisien, elle et sa collègue subissent une violente agression entre 2 cours. J'étais devant mon ordinateur et un individu cagoulé est entré. Il m'a aspergé, à bout portant, de gaz lacrymogène. J'ai eu peur d'être défigurée, j'ai eu peur d'être aveugle. Avec d'autres collègues, pendant des mois, la prof avait pourtant alerté sa hiérarchie. Ses mails n'ont eu aucun effet et l'agression a eu lieu. L'enseignante a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Il y a moi, mais il y en a 500 ou 600 par an avec armes et 6000 avec pieds et poings. On ne peut pas continuer comme ça. Samuel Paty, il a alerté. Ils ne l'ont pas pris au sérieux. Alors, je ne compare pas mon cas, mais c'est pour dire qu'il faut que cette institution, elle sorte de son idéologie, il faut qu'elle réagisse au premier rapport d'incident. Une réaction ? Ça, c'est vraiment révélateur de l'impuissance du système à régler les problèmes et à les affronter. Cette professeure, elle a été traitée de tous les noms avec des insultes antisémites par des élèves. Elle a alerté par mail, elle a fait les choses bien, elle envoie des mails, etc. Sa hiérarchie, pas de réponse. Ça monte au fur et à mesure. Elle finit par être agressée dans sa classe par des élèves encagoulés qui lui mettent de la bombe lacrymogène. Évidemment, elle est terrorisée, elle et une autre professeure.
Elle s'attendait à être soutenue, elle s'attendait à ce qu'il se passe quelque chose, rien. Elle n'a pas été protégée au moment où elle alertait qu'il allait se passer quelque chose, et ensuite elle n'est pas soutenue. Elle a démissionné, cette professeure. C'est-à-dire qu'il y a un système. Comment comprendre ça ? Qui peut comprendre que les professeurs aujourd'hui, dans justement le contexte actuel de tension très forte et de violence, ne sont pas soutenus par leur hiérarchie, voire même par le ministère, j'en sais rien moi, en tout cas par des cellules qui s'occupent de gérer au fur et à mesure. C'est incompréhensible. Moi j'aimerais que le ministre réponde à ce genre de questions. Il le fera certainement après la diffusion ce dimanche dans Zone Interdite de votre documentaire que vous avez co-réalisé avec Julie Pellet et Kevin Danzler, c'est ça ? C'est ça. Voilà, que vous retrouverez donc à 21h10 sur M6. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Charles Doria. Merci. Et bravo pour cette enquête effectivement édifiante sur l'école publique. Merci. Merci d'avoir été là. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, une émission aussi qui soulève les tabous, et tant mieux. Une personne sur 10 est victime d'inceste dans son enfance. 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année en France et il est difficile de libérer la parole des enfants, comme des parents d'ailleurs. Et on va en parler avec Elisabeth Brahmi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et vous êtes aussi autrice de « Je ne suis pas le doudou de mon papa » aux éditions Talent Haut. On est ravis de vous recevoir évidemment à ce sujet. On va parler bien entendu du livre, mais j'aimerais revenir sur l'autrice Neige Sino qui a reçu le prix Femina en début de semaine pour son récit Triste Tigre, qui relate l'inceste dont elle a été victime pendant des années, une récompense littéraire. C'est une belle mise en lumière justement. Est-ce que pour vous c'est un signe finalement d'une prise de conscience générale, le fait de recevoir le prix Femina aussi, ce n'est pas anodin? Je trouve que ça va être une chance que ce livre soit lu par le plus grand nombre d'enfants, de femmes, d'ex-enfants, de tous les gens qui ont subi ce genre d'abus. Il y en a tellement que je ne crois pas vraiment qu'on va résoudre la question très vite. Tant mieux si on lit le livre, tant mieux si on lit Kouchner, tant mieux si on lit tout ce qui a été lu et Christine Angot depuis des années. Mais je pense que malheureusement, je vais vous dire, le pire c'est que je suis extrêmement pessimiste. J'ai écrit ce bouquin parce que j'étais carrément désespérée de ce que j'avais entendu de la part d'enfants, puisque je suis invitée dans des écoles, et que j'ai l'impression que le fameux consentement, c'est justement un consentement général à que ça continue. Voilà. Ça continue, ça veut dire qu'en fait vous pensez qu'il y a pas de prise de conscience, ce droit de cuissage à domicile par les oncles, les grands frères, bon, je ne parle pas des mères incestueuses parce que mais il y en a aussi, c'est vrai qu'il faut l'évoquer. Il y en a aussi, et il faut le dire. Simplement, ce que j'ai compris le jour où je me suis mise à écrire, parce que ça fait 20 ans que je voulais écrire là-dessus, c'est que il fallait pas que je parle de père-fille. J'étais branchée père-fille à tort, parce que je suis une fille, parce que j'ai absolument pas vécu ça, mais que c'est une petite fille dans une maternelle qui m'a dit comme ça, moi j'ai peur de mon papa. Et quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui te fait peur chez ton papa? C'est quand il vient dans mon lit la nuit, et tout est allé comme ça, une gosse de 5 ans. Mais pourquoi pas le rapport père-fille? Parce que ça m'intéresse. Enfin, quelque part, ça m'a empêché d'écrire pendant des années, parce que c'était trop près de moi, trop près du cliché général. Et quand j'ai lu Kouchner, par exemple, ou quand le petit gars, il y a 2 ans, d'une classe de CE1, m'a dit « Moi, c'est mon papa », je me suis réveillée, puis il était dans mon lit, etc. Je me suis dit « Mais merde, il faut t'occuper des gars ». C'est les gars qui parlent le moins, c'est les gars qui sont en danger. Et par les gars, les filles trouveront très bien, c'est littéraire, c'est justement un roman. Personne ne nous a jamais empêché de lire Poil de carotte en nous identifiant Poil de carotte, nous les filles. Bon.
Oui, bien sûr, mais parler des enfants de manière générale, les garçons, mais c'est vrai qu'on parle. Vous avez plus le prisme des filles qui est abordé. Voilà. Vous lui abordez le prisme de la relation père-fils, en fait. Absolument. Ça m'a sauvée. Je me suis, en rentrant dans le RER, je me suis dit, ça y est, je sais. Et parce que je me suis exclamée comme une malade dans cette classe, avec cet institut qui m'a regardée, et en même temps qui était très en accord avec ce que je disais, je lui ai dit, mais aucun enfant n'est le doudou de ses parents, de son papa. Tu n'es pas le doudou. Et j'avais le titre. Et j'y suis allée. La question des garçons, elle est très importante. De la même façon que chez Talent Haut, j'ai sorti Déclaration des droits des filles, Déclaration des droits des garçons. Il n'est pas question de ne pas s'occuper des garçons quand on s'occupe des filles. Voilà, quand vous dites dans cette classe, j'ai parlé du doudou, je ne suis pas le doudou de mon papa. Oui. Les enfants s'exprimer sur le sujet de manière collective. Je suis venue pour toute autre chose et comme d'habitude, la question du sommeil vient. Chez les enfants, c'est les cauchemars, etc. Je venais pour un autre bouquin. Et évidemment, du cauchemar à la nuit, de la nuit à la peur, etc. La première fois, la petite fille, j'y allais pour un bouquin de chez Thierry Magnier qui s'appelait, d'ailleurs, un autre doudou, qui s'appelait Le doudou de Tiloulou. Tout le petit bouquin génial, vive Winnicott, voilà. Et vive l'objet transitionnel. Mais là, être l'objet de ce traitement-là, de la part d'un enfant, mais c'est inadmissible. Mais à quoi ça sert de dire que c'est inadmissible? Bon, voilà. Elisabeth Brahmy, vous dites juste avant, vous dites je ne crois pas que ça s'arrangera. Je suis très pessimiste. Pourquoi? Parce que je pense que je vais avoir une conférence dans pas longtemps, dans une école, et j'ai posé la question à la directrice, mais en fait, qui je vais voir? Je vais voir des mères, des pères. Tout le monde sera d'accord avec « Ah non, il ne faut pas le faire ». Mais dans la salle, il y en aura qui auront été passés à la casserole quand ils étaient petits. Ils ne vont jamais oser le dire. Qui ont des gosses qui ne seront pas là sous prétexte que c'est 7 heures du soir et qu'il faut se laver les dents. Et je vais servir à rien. Donc, j'ai décidé de faire un truc. Je vais faire juste les signes qui devraient alerter. Voilà, c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Mais je n'aurai jamais la prétention de croire que mon bouquin va empêcher un adulte de sauter sur son gosse la nuit. Mais au moins de libérer la parole. Libérer la parole des enfants. Libérer la parole des enfants, et ça, je les supplie de pouvoir lire. C'est pour ça que j'ai eu le culot de le faire pour des enfants de 8 ans. C'est pour ça que tous les éditeurs n'en ont pas voulu. Parce que comment? À 8 ans. Mais je voulais qu'un enfant soit autonome et puisse lire tout seul. Si les bibliothécaires ont le courage de le laisser traîner, si les institutrices ont le courage de l'acheter pour une bibli, et si quelques parents veulent bien l'acheter. Mais on peut aussi faire tomber ce bouquin dans le triangle des Bermudes. Non, absolument pas. Au contraire, il Grâce faut. à vous, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez choisi le titre « Je ne suis pas le doudou de mon papa ». Et on n'en a parlé pas de ma maman. Oui. En tant que psychologue, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi nous, les hommes, sommes plus des pervers vers les enfants que les femmes? Pourquoi ce sont les hommes qui vont plus vers l'inceste de leurs enfants que les femmes? Parce qu'en fait, comme le dit très 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 bien Neige Sino et avant elle d'autres, c'est pas une question de sexe cette affaire, c'est une question de pouvoir. D'accord. Et les femmes, elles sont pas branchées sur le pouvoir. Vous avez remarqué? Il y a trop de siècles où on les a laissés. Disons qu'on n'a pas trop eu le choix. On n'a pas le choix. Peut-être que ça va changer. Ouh, peut-être. Ouais. Et donc, c'est pas tellement le sexe en lui-même. C'est prendre le pouvoir par tous les trous, par tous les moyens, sur un être. Voilà. C'est ma réponse. Hein. Elle vaut ce qu'elle vaut. Donc ça, c'est plutôt masculin, effectivement. C'est plutôt cette puissance de quand Nelsino parle de s'introduire, entrer dans. Vous voyez, on vit des temps de guerre. On voit bien comment c'est pas les bonnes femmes qui sont dans les tanks en ce moment. On rentre pas on rentre pas. Quand on est perverse et tordu, on l'est. Il y a quand même des femmes qui sont pas nettes. Et d'ailleurs, dans un des romans, j'ai écrit un roman adulte il y a quelques années, Les Heures secrètes, au Seuil, et je m'étais aperçue que mon personnage de 72 balais, il était dans l'état où il était parce que, aux 2 tiers du roman,
il avait le souvenir qui lui revenait comme un vomi de quelque chose qui s'était passé avec sa propre mère. Franchement, je ne savais pas que ça allait m'arriver. Pardon, on a très peu de temps. Elisabeth Bramy, ce qui m'inquiète quand je vous écoute et à la lecture de ce livre, effectivement, c'est de me dire... j'ai l'impression que ça ne bougera pas, j'ai l'impression que ça n'avancera pas. Je n'arrive pas à l'entendre, à l'accepter. Je sais. Et quand vous êtes psychologue, vous rencontrez beaucoup de gens, vous partagez effectivement l'antenne ici, ailleurs. Que vous disent les gens pour que vous n'y croyez pas? Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui vous disiez il n'y aura pas de futur rose possible? Le seul rose que je puisse vous... Comme votre pull, le seul rose avec un peu de gris. Le seul rose, c'est que les adultes qui veulent faire cesser ce consensus, cette espèce de truc millénaire, osent acheter ce bouquin. Et arrête de fermer les yeux, c'est-à-dire que tous aussi les autres qui sont autour de ces pervers potentiels, arrête de fermer les yeux peut-être. Bien sûr, qu'il n'y ait plus ce silence des familles, qu'il n'y ait plus une interdiction de lire un bouquin parce que c'est pas de ton âge. Et qu'on accepte la parole des enfants aussi quand ils disent un mot, une phrase. Mais qu'on guette les signes de transformation chez un enfant. Un enfant, il est limpide, ça se voit. Un gosse qui était bon à l'école et tout à coup ça dégringole, qui dormait, qui dort plus, qui ne peut plus bouffer, qui vomit, qui a mal au ventre, qui ne peut plus aller... Enfin, on voit, il y a des signes. Les parents, normalement, ils n'ont pas besoin d'avoir un diplôme de psy, ils devraient être à l'écoute juste de leur gosse et de le voir. Et de voir ça, les mères devraient être attentives, pas dormir sur leurs 4 oreilles. Ouvrons les yeux, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux et les oreilles. Ayez le courage, libérons la parole. Voilà les mots qu'il faut entendre de cet échange. Et surtout lire le livre d'Elisabeth Bramy. L'illustration, c'est de Sylvie Sertrix. Ah oui, elle est merveilleuse. Je ne suis pas le doudou de mon papa. On peut le retrouver aux éditions Talent Haut. Vraiment, achetez le bouquin, faites-le lire à vos enfants, puisqu'il est fait aussi pour les enfants à partir de 8 ans. Hein, c'est ça ? À partir de 8 ans. À partir de 8 ça ans. l'important. Merci 1000 fois d'avoir été sur ce plateau. Merci de m'avoir invitée. Merci, et j'espère que je vous recevrai et qu'on aura peut-être une évolution positive dans les prochains mois. Merci. À bientôt, chère Elisabeth. À tout de suite, on va retrouver une chronique de cher Loïc, qu'on attend tous, cette chronique. Loïc, vous avez encore déniché des bonnes idées de sortie pour les jours qui viennent, pour ce week-end bien sûr, et on commence en Égypte. Oui, alors en Égypte antique et en réalité virtuelle. Je vous aurais bien amené au Caire pour un petit voyage en amoureux, vous voyez, ça aurait été sympa, mais on va rester plutôt simple, sobre. Dans le virtuel. Dans le virtuel. Eh bien, je vous remercie. Tout à fait bien résumé. Et je ne veux même pas savoir. On va regarder la bande-annonce de l'horizon de Khéops et on en parle après. Voilà, vous l'avez vu, c'est une expédition immersive qui va vous ramener 4500 ans en arrière. Alors la visite commence au lever du jour. Voilà, sur la nécropole de Gizeh. Vous êtes accompagné par un guide virtuel et vous commencez à fouler à l'échelle de géant le sable du plateau de Gizeh. Vous allez ensuite à la découverte du Sphinx. Vous pouvez me faire le Sphinx aussi ou pas? Parce que j'ai bien aimé le lever du jour. Alors, comme ça, vrai? Un truc du style, le Sphinx, mais sans le nez, du coup. Ensuite, vous vous rendez à la pyramide de Khéops à la nuit tombée pour une visite VIP. Le point d'orgue étant, bien sûr, les funérailles du roi Khéops que vous allez vivre en live. Voilà, c'est une expérience à expérimenter en famille. Je rappelle que l'Égypte antique est au programme dès la 6e. Certains d'ailleurs l'évoquent déjà en CM1, CM2. Donc c'est un joli cadeau à faire à vos enfants ou petits-enfants. En plus, c'est de la technologie immersive, donc de pointe. Et je pense qu'ils vont s'en souvenir très longtemps. Ça vient d'ouvrir à Paris, du côté de Bercy Village. Ça dure 45 minutes sur un espace de 1000 mètres carrés. Et c'est aussi actuellement à Lyon Confluence. Mais là-bas, ça se termine le 24 décembre. Rendez-vous sur horizoncheops.com. Pour tous les fans de dessins animés, de mangas, de BD et bien de séries aussi, de cinéma, rendez-vous ce week-end au Parc Chano de Marseille.
pour la 9e édition du Héros Festival. 25 000 mètres carrés d'exposition, de stands, d'animation en intérieur, en extérieur. Regardez la bande-annonce. Vous le voyez, il y en a pour tous les goûts, pour tous les univers, pour toutes les références. Beaucoup d'animations où les enfants sont au cœur de l'expérience. Il y a aussi des concerts, des happenings, des conférences, des rencontres avec des auteurs, avec des voix de doublage célèbres, des dessinateurs. Il y a des concours de déguisement, donc ce qu'on appelle le cosplay. Bref, c'est un événement qui va émerveiller vos enfants et puis vous rappeler aussi de très très bons souvenirs au passage. Tout le programme, c'est sur www.herofestival.fr. Direction le Puy-de-Dôme maintenant pour un jeu de piste familial et ludique. Alors ça s'appelle Le Secret du Dôme et c'est à partir de 6 ans. Pendant 1h30, vous allez découvrir l'histoire du Puy-de-Dôme et de ses volcans avec une carte et des objets qui vont vous aider à résoudre différentes énigmes. C'est en totale autonomie, à flanc de montagne, donc ok, il commence un peu à faire froid, il pleut de temps en temps, néanmoins avec un petit blouson, des bottes. Je pense que c'est une super idée de sortie dans la nature. Plus d'infos sur www.panoramiquedesdômes.fr. Ils ne doivent plus en pouvoir, les enfants, de parler du Puy-de-Dôme quand ils sont dans la Dôme. Pardon, mais je pense qu'il faut trouver aussi d'autres choses. On termine avec un film qui sort mercredi. Ah bah oui, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien vous donner comme ça des films pour occuper vos enfants. D'abord parce qu'on adore le cinéma sur ce plateau. Oui. Oui. Vous le jouez mal. Non, bah, moi j'adore ça, bah, évidemment. Mais c'est aussi très important pour soutenir quand même la production cinématographique. Donc aller au cinéma, c'est beaucoup mieux que les plateformes. C'est juste que tout dépend effectivement du film. Et ben là, c'est Shaun le Mouton. Shaun le Mouton par les créateurs de Wallace et Gromit, c'est du stop motion, c'est génial. Voici le synopsis. Donc les joyeux préparatifs de Noël se transforment rapidement en une mission quasi impossible pour Shaun et ses amis. Entre les guirlandes tyroliennes, les paquets cadeaux surprises et les enfants pas vraiment sages, ça ne va pas être une mince affaire de réunir tout le monde autour du sapin. Prêt pour une course-poursuite en traîneau, à vos marques, prêt, moutonné. Et voici la bande-annonce. Ça y est, c'est Noël pour Shaun le Mouton et ses amis. Cette année, ils font les choses en grand. Tout devrait être parfait. Même le Père Noël sera là. Le sapin, les guirlandes, les cadeaux, tout est prêt pour la fête. Enfin, presque tout. Par les créateurs de Wallace et Gromit et Chicken Run, le plus célèbre des moutons revient au cinéma. C'est vous qui avez fait le doublage? Pas du tout. Vous dites ça parce que j'ai un petit voile sur la voix depuis quelques temps, mais non, j'aurais pu. Voilà, c'est Gromit. Mais non, ça marche. Vous voyez que ça marche moins bien. Effectivement, ça marche pas. Le mouton. Vous allez quand même me dire, le 15 novembre, n'est-ce pas un chouïto pour balancer des films de Noël? Et je vous répondrai que depuis le 1er octobre, sur TF1, C8, TMC, on a des téléfilms de Noël. Ouais. Donc, l'année prochaine, on met le sapin le 31 août et vous arrêterez de m'embêter. En tout cas, allez au cinéma. Sortez vos enfants, les dimanches sont pluvieux, mais il y a plein de choses à faire. Cette semaine, son invitée est l'humoriste et comédienne Myriam Benoît. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est totalement et entièrement consacrée à l'école. Okay. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou améliorer à l'école d'aujourd'hui? Je pense que le système scolaire est pas encore au point, j'ai l'impression. Ce qu'il faudrait améliorer, c'est peut-être la vision de l'apprentissage, peut-être, qui serait... je pense que si elle était différente et un peu plus adaptée aux élèves, tout simplement, aux enfants, elle serait meilleure, je pense. Comment tu voudrais la changer? Déjà, s'asseoir à partir de 8h du matin derrière une table et apprendre des trucs... sans vie, quoi. C'est juste un prof qui te dit c'est comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça. C'est pas hyper intéressant, j'ai l'impression. Tu voudrais rendre ça plus ludique, plus vivant? Ouais, carrément.
L'école de demain, tu la vois comment? L'école X années, elle serait... Je pense que je la vois en dehors d'une salle de classe. Toute la journée en dehors de la salle de classe? Peut-être pas toute la journée, mais je la vois moins carrée, moins stricte, moins scolaire, peut-être. Est-ce que tu as un message à faire passer à des jeunes qui te regarderaient et pour qui tu serais un exemple de réussite? Je ne sais pas si je suis un exemple de réussite, mais le message que j'ai à faire passer, et je pense que je pense qu'on n'en parle pas assez, si vous voyez un enfant se faire harceler ou se faire embêter ou mis à l'écart, allez le voir. Et je vous jure que ça pourrait changer sa vie. Le harcèlement, justement, c'est un des thèmes principaux de cette rentrée scolaire. Il y a aussi eu la laïcité. Quel regard, toi, tu portes dessus? La laïcité, je pense qu'on devrait laisser tranquille les enfants. Il y a des choses plus importantes dans ce pays à régler que voir ce que les meufs portent. Puis surtout, on n'a pas mis aussi le doigt sur... peut-être que les meufs, elles n'ont pas envie de porter des trucs hyper serrés parce qu'elles n'ont pas confiance en elles ou elles veulent juste porter des trucs larges. On ne s'est pas intéressé à ça et on continue de dire ce que doit porter une femme, même si elle est hyper jeune, dès l'école. Et ça, c'est très grave. C'est déjà la fin de l'émission, Myriam. C'était super bien l'émission. Alors, tu m'as demandé au début si ça allait être comme chez le psy, alors t'étais chez le psy? Bah franchement, ça m'a fait du bien, je te jure. C'est vrai. Puis t'as une voix hyper douce et tout, c'est cool. Voilà, je suis venue chercher les petits compliments. T'en auras, t'inquiète. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces moments. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Merci Malika, et à lundi, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous le dites, vous appuyez sur le numérique et des supports tels que des tablettes tactiles, notamment, sur lesquelles fonctionnent vos applications. Vous mettez au point des logiciels pédagogiques dont les apprentissages sont en fait adaptés à chaque enfant en fonction d'un diagnostic de leurs compétences, c'est ça? C'est ça. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre le niveau des élèves. Donc, on va faire un test de positionnement par une série de questions qui vont nous permettre d'avoir un aperçu du niveau développemental de l'élève. Et suite à ça, on va pouvoir proposer des parcours d'apprentissage qui sont optimisés pour qu'ils puissent apprendre à leur rythme. Et donc, dans nos applications, on reprend l'ensemble du programme scolaire de maternelle et de début d'élémentaire, qu'on décompose en toutes petites marches pour que chaque élève puisse avancer à son rythme. Donc, on a environ 10 000 exercices qui sont sur l'ensemble des matières du programme officiel, et qui sont toujours d'un niveau très progressif pour être sûr que chaque enfant, quelles que soient ses difficultés, puisse toujours avoir des exercices à travailler dans sa zone proximale d'apprentissage. Comment vous arrivez à faire ce diagnostic justement? Est-ce que c'est un quiz, un QCM que les enfants doivent remplir? Donc il y a une partie où les enfants travaillent sur des exercices sur la tablette directement, et il y a une partie où l'enseignant peut apporter des informations complémentaires pour pouvoir enrichir sur notre connaissance du niveau développemental. Il faut savoir que le niveau développemental, c'est un peu plus large que le niveau scolaire. Ça concerne la capacité de motricité, les capacités d'imitation, les capacités, aussi des notions de comportement, parce que l'enfant a un comportement adapté ou non. Et c'est des paramètres qui nous intéressent pour pouvoir proposer des exercices les plus adaptés possibles. Simplement, quand un enfant est bien dans sa famille, que le rythme de travail correspond à ce que la famille a été capable de mettre en œuvre, eh bien, fatalement, l'enfant, il se sent mieux. Et quand on rajoute à ça la partie inclusion, qui, même si elle a eu du mal à se développer, a quand même fini. Et puis, alors, du coup, moi, avec ma sensibilité un peu différente, sur ma ville, c'est un vrai point fort. Hein. On a été la première ville du canton à mettre en œuvre une AELI, c'est-à-dire un centre aéré adapté pour ces enfants différents, parce que on peut pas faire une semaine complète en milieu ordinaire et continuer le mercredi. Mais en même temps, quand on est parent d'enfants différents, il faut aussi un peu d'argent et aller travailler. Je vous rappelle que la EEH, l'allocation enfants handicapés, c'est entre 180 et 300 euros par mois. Un cours d'ergo, c'est 80 balles. Et c'est une fois par semaine.
Et derrière, vous avez le psychomotricien. Lui, c'est 46 €. C'est minimum 2 fois par semaine. Donc, voilà. Il y avait un vrai souci d'équilibre à la fois des familles et de la société actuelle dans laquelle on vit et dans laquelle on vivra demain. Et comment on adapte tout ça. Et la semaine de 4 jours, très concrètement, c'est une vraie réponse pour l'ensemble, en tous les cas la majorité, des Saint-Cériens qui se sont prononcés. Dès le début, le 11 novembre apparaît comme la journée pour rendre hommage aux soldats tombés pour la France, plus que comme une journée pour commémorer la victoire. Pourquoi ? Alors on décide d'inhumer un soldat inconnu pour en faire le symbole de tous ceux morts au combat. C'est une idée qui a commencé à germer en 1916. Et le 11 novembre 1920, première cérémonie sous l'Arc de Triomphe, avec cette tombe du soldat inconnu. En réalité, 8 corps de soldats non identifiés avaient été rapatriés pour l'occasion, et c'est le 6e cercueil qui a été choisi pour rester à Paris. Alors c'est un jeune soldat de 21 ans qui s'appelle Augustin Tin qui a été désigné pour choisir le cercueil. Les 7 autres ont été enterrés à Verdun, et à partir de ce jour en 1901, ce 11 novembre va devenir le jour du souvenir. Par la suite, les anciens combattants insistent pour que le Parlement déclare le 11 novembre comme fête nationale, ce qui est fait le 24 octobre 1922. Pour la petite histoire, la flamme du soldat inconnu à côté de la tombe. Elle date de quand ? Et ça date de 1923. C'est sur l'idée d'un journaliste qui s'appelle Gabriel Boissy qui a suggéré, je cite, qu'une flamme du souvenir veille jour et nuit sur la tombe afin d'éviter que ce tombeau ne sombre dans l'oubli. Elle est rallumée tous les jours à 18h. Voilà pour le ZAP et pour cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Loïc pour le JT et pour vos chroniques qui sont toujours passionnantes. J'ai hâte d'avoir la prochaine chronique agenda. Bien sûr, je vous emmène au Caire alors ou pas, finalement Virtuellement. Virtuellement. Donc, voilà. Vous serez là jeudi également ? Et oui, pour revue sur les réseaux. D'accord, formidable. Merci aussi à toute l'équipe de School TV. À la réalisation, c'est Angèle Jean-Girard. Au son, Michael Fristo. Le maquillage, Morgane Brunet. Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.